Donc bonsoir. Merci beaucoup. Bonsoir. C'est une grande joie aussi de t'avoir avec nous, ce soir. Tu vas nous parler d'un sujet, encore un autre aspect finalement des choses, c'est-à-dire que l'économie, enfin moi je suis de l'INSEE, donc j'ai un biais là-dessus. L'économie peut paraître quelque chose d'assez froid et d'assez déshumanisé, et puis je pense que tu vas apporter justement un autre regard sur ça. Qu'en dis-tu? Absolument. C'est parti. Est-ce que je peux vous partager mon écran? Oui. Ouais. Hop. Donc bonjour à tous, je m'appelle Chloé. Tac. C'est bon, c'est parti. Donc voilà, et je viens de vous parler de l'économie régénérative ou économie symbiotique. Alors peut-être avant de commencer, préciser ces termes, ces concepts. Donc l'économie régénérative est une nouvelle forme d'économie qui permet de concilier abondance, prospérité, cohésion sociale et respect du vivant. Produire en régénérant. Oui, tout ça à la fois. Et ça repose sur la théorie symbiotique, donc sur la symbiose, qui est l'association étroite entre deux ou plusieurs organismes différents qui sont mutuellement bénéfiques, voire indispensables à leur survie. Donc c'est une découverte que j'ai fait il y a 3 ans en lisant l'ouvrage d'Isabelle Delannoy, donc, qui a théorisé l'économie symbiotique. Il faut savoir que cet ouvrage a été traduit en plusieurs langues, donc à travers le monde, et a un fort impact auprès des grandes entreprises et des territoires, et influence aujourd'hui de nombreux décideurs, donc investisseurs, entreprises, territoires, associations, etc., qui voient une opportunité assez fantastique de développer de se développer en restant profitables pour eux-mêmes, mais aussi en l'étant pour la société, pour la planète et pour garantir notre survie. Donc à titre personnel, de mon côté, j'ai toujours cherché du sens à ce que je faisais et à ce qu'on faisait collectivement, et j'ai toujours été de nature très optimiste. Et c'est vrai qu'il y a quelques années, bah, j'ai eu un petit peu plus de mal à trouver à la fois du sens et de l'optimisme. Et j'avoue que quand j'ai lu ce livre, ça m'a vraiment procuré une grande bouffée d'air, d'oxygène, et la vision d'un avenir heureux qui est encore possible. Donc ça fait du bien. Et c'est pour ça que je voulais vous en parler ce soir. Dans mon parcours professionnel, j'ai travaillé dans le monde du conseil, donc sur des projets de transformation, métiers, organisationnels, managériaux, IT, où j'ai pu mettre en pratique différents principes d'agilité, de conduite du changement, les méthodes d'intelligence collective et le management de projet. Euh, et depuis 4 ans, j'ai fondé Politiqueur, donc qui est une organisation de l'économie sociale et solidaire qui vise à renforcer la confiance par la collaboration dans les équipes, dans les entreprises et dans les collectivités. Et donc, on a développé à la fois un accompagnement, une plateforme numérique et de la formation. Et aujourd'hui, je travaille avec Isabelle Delannoy et l'association de l'économie symbiotique pour faire connaître et déployer des projets symbiotiques à travers le monde. Et donc, il y a notamment une chaire de recherche à la CNAM. Il y a aussi des formations, sensibilisation des acteurs aussi bien privés et publics, et des accompagnateurs, des coachs pour accompagner ces différents projets symbiotiques. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est déjà de voir les grands principes de l'économie symbiotique. Donc, quelles sont les origines, d'où ça vient, et les principes sur lesquels elle repose, et d'illustrer avec vous au moyen de 2 cas concrets, et même plus précisément 2 problématiques. Produire des voitures qui roulent et régénèrent les sols en même temps, est-ce que c'est possible? On va essayer d'y répondre tout à l'heure. Et l'écologie industrielle, est-ce un paradoxe? Pareil, on essaiera d'apporter des réponses là-dessus. Tac. Donc, tout a commencé par Isabelle Delannoy, donc, qui est une ingénieure agronome de formation, agronome-chercheuse, et elle est partie en fait de l'observation des logiques économiques et productives qui répondaient à 2 critères. Le premier était de diminuer structurellement les impacts écologiques sur les écosystèmes planétaires, et le deuxième, c'était de les restaurer en produisant et donc en trouvant son marché. Et elle s'est rendue compte que des logiques comme ça, il y en existait en fait à travers tout le monde. Il y en avait partout, dans les pays riches comme les pays pauvres, dans les pays froids comme chauds, urbains comme ruraux. Il y en avait à peu près partout. Et quand ils avaient ces effets-là, on pouvait les décrire par les mêmes principes de fonctionnement.
Donc, il y a en fait une architecture qui s'est dégagée, des principes qui se sont dégagés de tous ces écosystèmes. Et donc, ça a permis de définir, de discriminer, on va dire, les fausses bonnes solutions des vraies bonnes innovations. Et donc, il y a deux choses qui sont assez formidables dans l'économie symbiotique. La première, c'est que, étant donné qu'on part d'observation, donc c'est que des éléments qui existent déjà. Vous avez déjà sûrement entendu parler de l'économie circulaire, de l'open data, de la permaculture, du génie écologique, de la gouvernance partagée, de l'agilité, et j'en passe. Donc tous ces concepts, en fait, on en a tous peut-être fait l'expérience, ou en tout cas on en a tous entendu parler. Et là, ce qui est assez fort, c'est que finalement, elle arrive à dégager une structure et des principes à partir de ces observations-là. Et le deuxième point que je trouve assez génial, c'est qu'elle arrive en fait, comme tu disais dans l'introduction, à repositionner en fait l'homme, les interactions au centre, ce qui fait écho aussi avec l'agilité, et repositionner l'homme qui fait partie intégrante du vivant. Et donc elle valorise en fait le génie de l'être humain, sa capacité d'analyser, d'imaginer, de créer et d'accélérer en fait tout ce qui se passe naturellement dans la nature, euh, pour créer des écosystèmes industriels, sociaux et environnementaux qui vont être régénératifs. Et donc elle s'appuie sur ces observations, elle les met en musique et elle dégage cette structure qui va permettre de concilier croissance, abondance, prospérité, harmonie, bien-être, cohésion sociale, respect du vivant. Donc de la même manière que que l'agilité a été une vraie révolution dans les équipes, dans les entreprises et dans les industries, on voit que l'économie symbiotique pose en fait des principes fondateurs qui sont alignés avec ceux de l'agilité et propose donc une révolution, une évolution de notre paradigme économique. Alors concrètement, quels sont ces différents principes? Tac. Donc on a 6 principes. Les 3 premiers sont vraiment les principes qui sont constructeurs, et les 3 autres sont des principes qui sont régulateurs, pardon, qui vont venir réguler ces 3 premiers principes. Donc on a le principe de diversité, donc de mettre en avant une diversité d'acteurs et de ressources qui respectent l'intégrité de chacun. Les besoins des autres, les besoins des uns peuvent ainsi coïncider avec les ressources des autres sans monopole. Et donc, on va tenter de favoriser la diversité des ressources, des acteurs, et permettre à chacun d'exister dans ses spécificités. Ensuite, on a un second principe qui est la coopération. Une coopération qui va être libre et directe entre les parties prenantes. Et là, on voit tout de suite le rôle clé d'un tiers organisateur qui va aider en fait à fixer les règles, à architecturer les espaces, à fournir un cadre dans lequel va s'effectuer ces rencontres et ces échanges. Et on voit le lien avec l'agilité, les méthodes de gestion collaborative. Ensuite, le dernier principe constructeur, c'est l'accès. On va penser les territoires, les activités, les services comme des territoires en fait de flux d'intérêts et de valeurs communs qui vont être accessibles à tous. Donc avec un potentiel d'accès aux ressources, aux services, avec la liberté pour les acteurs de participer ou non. Donc ça, c'est les 3 premiers principes. Et ensuite, on va avoir les principes régulateurs. Donc le premier, c'est les écosystèmes. Utiliser en priorité les services qui vont être rendus par les écosystèmes. Typiquement, utiliser par exemple les services épurateurs des jardins filtrants naturels, utiliser le pouvoir nourricier de nos fruits et légumes, l'équilibre des températures pareil, par les arbres, les matériaux, les molécules qui vont être présents à notre portée naturellement. Donc utiliser en priorité ces services-là. Donc ça va favoriser les 3 autres principes de diversité, de coopération et d'accès. Ensuite, on a le principe d'efficience. L'efficience, on va rechercher l'efficience maximale de l'utilisation de chaque ressource. Par exemple, on va favoriser la multifonctionnalité des surfaces. 1 mètre carré utilisé qui va réaliser plusieurs fonctions va forcément être plus efficient que 1 mètre carré dédié à une seule fonction. Là, on pense à la permaculture, par exemple. En revanche, quand on a trop de diversité, ça peut engendrer du chaos, du désordre. Et donc, c'est pour ça que ce principe d'efficience va réguler le principe de diversité. De la même manière, si on a des territoires de flux qui sont trop grands, trop étendus, et donc qui vont nécessiter une grande énergie pour distribuer les matériaux, les informations, etc., ça ne va plus être efficient. Et donc, du coup, ce principe va nous permettre
de réguler la taille du territoire de flux, la taille des services, la taille des équipes, etc. Et enfin, le dernier, la régénération. Donc, c'est celui qui favorise en fait la compatibilité des activités humaines avec les grands équilibres de la biosphère. Et donc, on va utiliser en priorité, par exemple, les services rendus par les écosystèmes, par exemple du bois qui va être non traité aux métaux lourds, par exemple, sinon il sera plus réutilisable et donc il ne rentre plus dans ce cycle positif de régénération. En fait, selon leur nature et leurs impacts, toutes les ressources ne vont pas être utilisées de la même manière. Donc voilà pour les différents principes. En revanche, il y a un petit piège. Ça ne marche pas à tous les coups. Tac. Ces principes et la régénération fonctionnent si et seulement si elles s'appliquent aux 3 champs économiques que sont la production, la consommation finale et la gouvernance. C'est-à-dire que ces écosystèmes, en fait, peuvent être prédateurs de leurs contributeurs. Exemple, si je prends Facebook ou Google, prenons Facebook, le numérique, on a ces principes qui vont s'appliquer à la production de données, c'est-à-dire qu'on va avoir une diversité de données, tout le monde va avoir accès aux données, on a une coopération absolue là-dessus. En revanche, ces principes ne vont pas s'appliquer à la consommation finale, qu'est-ce qu'on fait de ces données, ni à la gouvernance qui décide de ce qu'on en fait. Et donc, on voit comment ces écosystèmes peuvent être prédateurs en fait, de leurs contributeurs. Et donc, c'est pour ça que ça ne fonctionne si et seulement si on s'attache à ces 3 champs-là. Au niveau de la consommation finale, l'idée, c'est de pouvoir avoir un circuit fermé. Exemple, je ne sais pas, les bouteilles de bière au Québec, où on va avoir des consignes, par exemple, et donc on va avoir une consommation où on va faire un retour à l'envoyeur de nos bouteilles, par exemple. Sur la gouvernance, c'est toutes les structures juridiques et financières de type coopératif, par exemple, ou la gestion en bien commun, qui va permettre en fait de redistribuer la valeur pour faire en sorte qu'il y ait une régénération sociale. Si on prend un petit peu de hauteur là-dessus, finalement, cette économie symbiotique nous offre une nouvelle façon de voir l'économie, une nouvelle manière d'aborder le développement durable. On a tous en tête le diagramme de Venn du développement durable où on a d'un côté l'économique, un côté le social et un côté de l'environnemental. Et à chaque fois qu'on parle de développement durable, on va essayer de trouver le petit croisement entre ces 3 sphères-là et on se rend compte finalement que c'est synonyme de décroissance, que ça donne pas du tout envie et qu'on est obligé en fait de faire un choix entre plus d'économique, plus de social, plus d'environnemental et ça fonctionne pas. En fait, l'économie symbiotique nous offre une autre manière de considérer l'économie, plutôt comme un flux, une relation entre les 3 sphères que sont la technosphère. Donc là, c'est tout ce qui est capacité propre de la machine. La machine, le marteau par exemple, va pouvoir appuyer, exercer une force, etc. Donc toutes les machines et tous les outils. Ensuite, on a la sociosphère, qui est tout ce qui est proprement humain, les capacités propres à l'être humain, la réflexion, la création, la synthèse, l'imagination, etc. Et la biosphère, qui sont toutes les caractéristiques propres, les compétences productrices de la nature du vivant. Nous nourrir, nous réchauffer, nous refroidir, etc., ce que j'évoquais tout à l'heure. Et donc du coup, le fait d'avoir ces 3 sphères différentes et de voir l'économie comme un lien entre ces 3 sphères, ça va permettre, non seulement de ne pas opposer, l'économique, le social, l'environnemental, de ne pas inféoder, le social, l'environnemental à l'économique, comme on le fait souvent, et surtout, on va essayer plutôt que de chercher à réduire des externalités négatives, on va plutôt produire des externalités positives sur ces 3 sphères-là. Et donc, ça installe en fait une économie qui va être régénérative de ces facteurs de production et non pas extractive. Et on va opérer sur un mode de symbiose. Et donc, on va avoir un développement qui est mutuellement profitable à chaque acteur qui fait partie de ces logiques et de cet écosystème. On va pouvoir aussi créer un cadre commun à l'évaluation des performances à la fois économiques, sociales et environnementales. Voilà pour la partie théorique. Je vous propose maintenant de passer à du plus concret et donc de voir un cas d'usage. Je vous posais la question tout à l'heure, est-ce qu'il est possible de produire des voitures tout en régénérant les sols? Eh bien oui, c'est possible. On a une voiture qui a été
prototypée, construite et donc qui est une voiture complètement composée de matériaux biosourcés. Donc je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour la Softcar. Tac. Donc en plus de ça, donc la Softcar pardon, a été développée par une start-up en Suisse qui a travaillé, enfin qui a remporté le prix Swiss Startup of the Year 2016 et donc qui nous a démontré que c'est possible en effet de construire une voiture à partir de matériaux biosourcés, donc avec une utilisation de bioplastique et de matériaux composites avancés. Et donc cette voiture est performante aussi par plein d'autres aspects. Pour la rendre performante et la plus efficiente possible, les concepteurs ont utilisé le biomimétisme, donc l'observation de la nature pour imiter ce qu'elle fait de mieux. En plus de ça, hop, elle a été réalisée en éco-conception, donc c'est que des produits qui respectent les principes du développement durable et de l'environnement, dans des logiques d'économie circulaire. Elle respecte aussi les principes de modularité et d'interopérabilité. Donc l'interopérabilité, c'est le fait que chaque pièce peut être remplacée individuellement. C'est-à-dire que lorsqu'on va casser une pièce ou un morceau, on n'est pas obligé de changer, par exemple, toute la carrosserie, tout le pare-choc, mais on peut changer juste l'endroit où il y a eu la petite fissure, par exemple. Elle est aussi modulaire, donc ça veut dire qu'elle est personnalisable. Donc on peut la changer en 30 minutes chrono, en tout cas changer sa coque, et donc elle s'adapte au mode de vie de chacun et à la volonté de personnalisation des produits. Son architecture est complètement disruptive puisqu'il y a une réduction drastique du nombre de pièces. Il y en a 1800 contre 40 000 sur une voiture e-car normale. Elle est aussi ultra légère, donc 400 kg batterie incluse. On a un processus de production qui est simplifié, donc il n'y a pas de peinture de surface, il n'y a pas de traitement chimique, il n'y a pas de robot et seulement un assemblage manuel. Donc il y a une durée de moulage de 20 minutes, ce qui permet en fait d'avoir une main-d'œuvre locale qui est moins chère. Il revient moins cher de produire cette voiture en Suisse que d'aller en fait la faire produire ou en tout cas produire les différentes pièces et les importer après. Donc ça, c'est sur la partie production, où on voit qu'on a mis en place ces différents, enfin on a respecté les 6 principes que j'évoquais tout à l'heure. Mais ça ne s'arrête pas là. Maintenant, voyons un petit peu hop, la partie consommation. Alors, on sait qu'une voiture reste immobilisée environ 95% de son temps de vie. Elle est en stationnement. Donc, on a utilisé le principe de mutualisation avec une flotte de voitures partagées qui permet de diviser de 3 à 15 le nombre de matériaux utilisés pour une même mobilité. Et ensuite, on a basculé sur l'économie de la fonctionnalité. Donc, on remplace la notion de vente du bien à celle de l'usage du bien. Et ça, c'est pas du tout anodin parce qu'en fait, la première source du gaspillage vient du fait que les producteurs, en général, ne revoient jamais leurs produits et donc du coup, qui sont soit jetés ou soit mal ou peu recyclés, rarement recyclés. Et lorsque le produit revient au producteur, grâce à l'interopérabilité et à la modularité, on va pouvoir réutiliser les pièces et utiliser de manière la plus efficiente possible chaque ressource qui est mobilisée. Donc ça va permettre deux choses. Non seulement de réduire drastiquement l'empreinte écologique, puisqu'on consomme moins, et surtout aussi de faire des économies, ce qui est plutôt intéressant. Et on va pouvoir du coup réutiliser de manière optimale et maximale toutes les pièces dans une logique de circuit fermé. Vous avez peut-être entendu parler de Michelin ou de Xerox qui avaient fait ça, qui ont fait ce modèle-là sur la consommation en tout cas, ou Xerox plutôt de vendre ses imprimantes, les louait et récupérait ensuite les imprimantes, ce qui leur ont permis de faire des économies folles et d'être leader de leur marché. Là encore, malheureusement, c'est que sur la partie consommation et non pas sur les 3 piliers, mais c'est une première marche pour devenir symbiotique. Et enfin, sur la partie gouvernance, donc c'est un co-investissement en fait entre l'entreprise qui crée la voiture, le public, enfin le territoire et les citoyens. Ça permet deux choses. Non seulement on va pouvoir en fait avoir une répartition de la richesse puisque c'est un co-investissement. Donc on a un développement qui est gagnant-gagnant pour chaque acteur avec des investissements et des plus-values qui sont partagées entre le producteur, les clients et le territoire. Et en plus, on sait très bien que
en général, les plus belles innovations viennent des usagers, et donc le fait d'être partie intégrante en fait, du processus et de la production et ben, finalement fait en sorte que, cette voiture, peut évoluer et peut, se réinventer et innover, en continu. Par rapport à ça, il y a un exemple, sur j'ai mangé le nom, mais sur la voiture, l'autopartage, à Paris, qui a d'ailleurs été stoppée, parce que, notamment, il y avait un problème parce que les usagers, en fait, prenaient la voiture, l'utilisaient comme une autotamponneuse, et la rejetaient parce qu'après, enfin, voilà, ils «la possédaient pas» entre guillemets, et donc il y a eu, des casses et et un modèle qui était pas viable. Hem, donc voilà par rapport à la gouvernance. Du coup, qu'est-ce que ça produit tout ça? Qu'est-ce qu'on y gagne? Je vous en ai déjà dit un petit peu, mais on a du coup des coûts qui sont très compétitifs, avec, une voiture qui coûte 8 000 $ batterie incluse, en la produisant en Suisse. On a les usines de production et d'assemblage sont de taille très réduite, donc ça permet une implantation qui va être, beaucoup moins coûteuse et qui est possible partout, même en centre-ville. Donc ça va créer des emplois locaux, des emplois qualifiés. On va de plus, éviter les coûts, de transport, de gestion administrative et de pollution qui sont relatives à l'import-export, des différentes pièces. On a un seuil de rentabilité, atteint assez rapidement puisque au bout de 4 500 voitures, par an, on est rentable. Donc ça permet une croissance organique et la production en petite série. Et on a une économie qui est circulaire, qui tend vers, du 100 recyclable. Surtout que autour des usines, en général, bah, du coup, on a des champs puisqu'il faut bien produire, les matières premières de ces voitures, donc des milieux naturels, donc c'est beaucoup plus agréable, aussi pour, l'environnement. Hem et puisque les matériaux sont biodégradables, bah, une fois que la voiture, ou en tout cas que les pièces, ne sont plus, utilisables et ben, on peut les jeter dans le champ et ça sert d'engrais. Donc tout ce que je vous ai décrit là, en fait, sur cette voiture, on peut le reproduire, à tous les biens d'équipement, à tous les électroménagers, à tous les équipements numériques et donc on bascule, en fait, d'une industrie à impact négatif écologique à une industrie à impact positif écologique, économique et social. Un autre petit exemple, je vous invite désormais à Kalundborg, qui est, une ville au Danemark de 50 000 habitants, et donc qui a débuté son expérience en 1970. Hem, Cette ville a demandé en fait aux industries lourdes qui se situaient, autour du lac Tissot de diminuer leur prélèvement d'eau. Et donc elles étaient bien embêtées et elles ont mis en place, un schéma de coopération, pour mieux gérer leurs ressources. Et en fait, ils se sont rendus compte que les uns achetaient comme matière première, ce que les autres rejetaient en tant que déchets. Et donc, ils ont pu mettre en place des coopérations. Exemple, il y a une centrale énergétique qui produit comme déchets, de la vapeur d'eau, du gaz, des cendres, et des sous-produits, transformables en gypse. Et ces déchets, en fait, étaient les matières premières de la cimenterie qui était juste à côté, ou encore, de l'usine de placo-plâtre, qui utilise, le gypse comme matière première. La municipalité a pu aussi, réutiliser les eaux chaudes de la centrale électrique pour son système, de chauffage. Et donc, grâce à ça, on a vu naître 25 coopérations entre 7 acteurs, dont 6 industries et la commune. Cette valorisation des ressources a permis, chaque année d'économiser, de réduire drastiquement, la consommation de pétrole, de charbon, d'eau, réduire les émissions de gaz à effet de serre, le gaz carbonique, les tonnes de phosphore, qui étaient produites. Le retour sur investissement a été possible au bout de 2 à 4 ans. Puisque les opérations ont dépassé 75 millions de dollars, et permettent d'économiser chaque année, environ 15 millions de dollars. Et donc tous les acteurs impliqués avaient gagné de l'argent au bout de 2 à 4 ans. Et donc on voit comment, l'écologie industrielle propose un modèle qui peut être viable à la fois économiquement et à la fois, écologiquement. Et donc ça a permis de créer des emplois dans la zone, de développer, toute une branche, de croissance verte, d'avoir des sous-produits qui sont moins chers, et de meilleure qualité et de créer en fait un territoire qui est plus résilient. Donc de continuer à fonctionner, malgré les crises. Là encore, ce sont les usagers qui ont créé le projet, et qui font partie, intégrante du projet, donc les industries, la commune, les habitants pour le chauffage, aussi
et avec une intégration en fait progressive d'autres organisations, des associations, des entreprises locales, des fermes, etc. On voit comment on peut tirer à chaque fois en cascade les fils d'externalités positives qui en découlent. Et enfin, peut-être dernier point sur la gouvernance. Euh, Il y a une étude qui a montré que en fait, l'environnement changeait les motivations. Donc il y a 2 types de motivations, les motivations intrinsèques qui sont vraiment, ce qui nous motive, ce qui est à l'intérieur de nous, qui sont, le plaisir, la satisfaction à faire une action, l'accomplissement, la curiosité et la stimulation. Et on a toutes les motivations qui sont extrinsèques, donc qui viennent de l'extérieur, comme, la reconnaissance, la récompense et cetera. Et en fait, ça a été prouvé que l'environnement modifie les motivations de chacun. Les collaborateurs, les citoyens, les êtres humains qui bénéficient d'un cadre, d'un environnement qui va être propice à l'épanouissement, avec des modes collaboratifs, vont être davantage poussés par les motivations intrinsèques et au contraire, les leviers extrinsèques n'auront que peu d'incidence. Les 3 piliers de motivation intrinsèque sont l'autonomie, la compétence et l'affiliation. On voit le lien direct avec l'accès libre, l'efficience et la coopération. On voit que c'est directement corrélé. Et donc c'est pourquoi plus que jamais, dans des situations complexes dans lesquelles se trouvent nos écosystèmes industriels, sociaux et environnementaux, il paraît indispensable aujourd'hui de créer des espaces de dialogue, d'accueillir et de bénéficier de notre diversité et surtout d'inclure chacun dans la prise de décision, dans les actions, dans la responsabilisation et de valoriser ce que chacun peut apporter en information, en capacité, en matière, etc. pour être davantage résilient, c'est-à-dire être capable de résister aux chocs et de minimiser le risque qui survienne. Donc c'est pour ça aujourd'hui qu'on crée des formations et qu'on accompagne les entreprises et les territoires à opérer une transition qui est à la fois écologique et démocratique et de transmettre tous ces outils pour faire en sorte de pouvoir se régénérer. Euh, et je conclurai par ça. Ces modèles et ces cas d'usage en fait nous prouvent, et on ne l'a pas assez entendu, que ce qui est doux peut être puissant et ce qui est beau peut être efficace. Et donc je pense qu'on a tous un récit à construire pour accélérer la transition de nos modes de conception, de production, d'assemblage, de consommation et de gouvernance pour créer des écosystèmes industriels, sociaux et environnementaux régénératifs. Super. Tu as vu qu'il y avait deux questions Non, dans les. Alors, c'est un petit sous ton image, tu as Q oui. et R, et voilà, là, tu as deux questions possibles. Alors, ces circuits vertueux ne nécessitent pas un niveau de maturité citoyenne et démocratique avancé. Alors, c'est une très bonne question et c'est en effet intimement lié. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir régénération s'il n'y a pas démocratie participative. En revanche, je ne pense pas que ça soit un prérequis. En fait, ça se construit sur le chemin. Et dans l'accompagnement qu'on fait, dans les formations qu'on fait, par exemple, c'est justement 2 piliers qui sont vraiment nécessaires et sur lesquels on va monter en compétences petit à petit. Et en fait, de la même manière, l'un va régénérer l'autre et alimenter en fait en continu. Donc c'est pas un prérequis, mais en tout cas c'est en effet quelque chose à avoir en tête. Est-ce qu'il y a une notion de frugalité dans cette économie? Il y a une notion de frugalité. En revanche, moi j'ai parlé tout à l'heure d'abondance et je pense que c'est important parce qu'en fait, quand on dit frugalité, l'imaginaire collectif imagine une privation ou quelque chose en moins. Alors que finalement, c'est quelque chose en mieux. Alors, je ne sais pas si je donne un exemple très concret, quand on mange par exemple des légumes bio, et je mange des légumes bio depuis un petit moment avec un petit budget et j'ai fait ce choix dès le départ. Et en fait, on se rend compte qu'en mangeant des bons légumes et des bons fruits, bah, finalement, on a besoin d'en manger moins parce qu'il y a une valeur nutritive qui est meilleure. Et donc, de manière naturelle, en fait, on va en effet tendre vers la frugalité, mais c'est pas quelque chose qu'on perd, c'est quelque chose qu'on gagne. Donc il y a cette notion, mais voilà, je préfère voir ça sous l'angle d'un choix positif qui part d'une volonté du mieux. À Naples, les déchets sont gérés par la mafia. Eh ben, j'en suis navrée.
Je ne trouve pas d'infos sur la sauvegarde sur internet. Comment se fait-il que la voiture ne soit pas produite avec de telles promesses? Alors pour l'instant, elle a été en phase de conception et de prototypage, et il me semble, il faudrait que je me renseigne davantage, mais il me semble que là, ils ont décroché plusieurs contrats et que c'est en cours de lancement. Je n'en sais pas plus, mais ça demande approfondissement. En revanche, en effet, il y a pas mal de solutions qui existent déjà depuis longtemps, et pour autant, on ne les met pas en place, parce que, à mon sens, justement, toutes ces solutions, en fait, sont vues plus comme de la décroissance, comme, des trucs de bobos, d'écolos, de tout ça, et finalement, on n'a pas ce récit positif qui s'accompagne de ces nouvelles, innovations. Donc peut-être que c'est par là que ça commence, et en tout cas, j'espère que peut-être dans vos territoires, ou peut-être qu'il y a, des gens qui sont, parmi nous, de la filière, automobile, et qui auront, des révélations ce soir. Alors, est-ce que régénération et abondance ne sont pas antinomiques? Je ne pense pas, sachant que dans la nature, enfin, le principe de régénération, c'est la nature elle-même, c'est-à-dire que tout est fait d'énergie, en fait, et la nature, s'auto-alimente et se développe, et le fait en abondance. Heu, voilà, je pense pas que ça soit antinomique, mais Très, je serais ravie de pouvoir en parler, à une autre occasion. on te réinvitera. Très bien. Eh bien, écoutez, dans ces cas-là, il est 19 heures. Donc merci à tous de nous avoir accompagnés jusque-là. Merci à toi, Chloé, d'avoir accepté notre invitation. Merci infiniment à vous. Et puis sur le Discord, effectivement, ça m'étonnait qu'Olivier ne nous ait pas parlé du Discord avant, mais effectivement, on a un serveur Discord pour continuer ces discussions. Donc, tu peux poster le lien dans le chat si tu le souhaites. Super. La soirée continue tout à l'heure avec un atelier sur le leadership, et puis les conférences reprendront demain à 13 heures avec sur le changement agile. Est-ce qu'on peut commencer par le test? Voilà.